complètement différent. Le début de la dépossession. Là, il faut que vous écoutiez ça. Le massacre administratif de la dépossession des terres malécites a débuté, vous pouvez bien y croire, au début de ce rapport, au lendemain de ce rapport. Écoutez, là, il y avait entre les mains la preuve que les malécites n'étaient pas des bons colons. Par contre, 10 ans auparavant, si vous vous rappelez, on avait demandé des subsides pour la construction de routes. Et bizarrement, aucun agent du ministère des Affaires indiennes, ça c'est les agents des sauvages qui s'occupaient de différentes communautés, avait visité la réserve depuis 1855, c'est-à-dire un an avant le rapport de Berry. Par contre, l'agent Chesley avait rapporté, ça c'est des faits historiques, des écrits, qu'en 1855, qu'il avait rencontré le vieux chef Louis Thomas. Il décrit de façon précise dans son rapport le résultat des récoltes, combien il y avait de bétail, combien qu'ils avaient de poules, de chèvres, etc. Et même le nombre d'arpents défrichés. Moi, je trouve que c'est une belle contradiction, un Moses de bon contraste avec celui de Berry qui réclamait l'éviction des Malécites en chambre. L'évaluation de Chesley était très positive envers notre population. Pourquoi? Mais pourquoi que Berry, qui est en charge de l'enquête, il n'avait pas tenu compte de ça, lui? Naturellement, la politique était là. Il y avait les pressions de la paroisse, des colons et des curés s'amplifient de jour en jour auprès des gouvernements. Et les moyens de pression par la communication écrite, ça se rendait. En 1862, la municipalité de l'Île-Verte et le comté de Témiscouata adressent des pétitions beaucoup plus fortes aux autorités politiques de l'époque. Nous étions une nuisance publique. Rappelez-vous de ça. Maintenant, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle peut-être l'acte du Canada et le conflit d'intérêts avec la Première Nation malécite de Vigée. Nous croyons que le régime de la Confédération canadienne et la création du diocèse de Rimouski mis ensemble n'auraient peut-être pas créé le coup final de notre dépossession. Et puis là, c'est là que ça devient intéressant. Là, si vous voulez vraiment voir comment est-ce qu'on éliminait, vous allez le voir. Si les frères Hector, Edmond et Jean Langevin ne s'étaient pas retrouvés dans une situation de faire avancer le dossier de la cession et de la rétrocession, on ne serait pas rendu à ce point-là. Écoutez bien ça. Hector était le secrétaire d'État et surintendant des sauvages. C'était 3 frères. Le triumvirat parfait. Jean était le premier titulaire, le grand patron du siège épiscopal de Rimouski. 2, où se trouvait naturellement la réserve de Vigée, parce que nous sommes dans le comté de Rimouski. Et Edmond, le grand vicaire du diocèse de Rimouski. Mais le grand vicaire, lui, c'est l'administrateur. 3. Vierge Marie, Jésus, Marie, Joseph, Saint-Joseph, Saint-Épiphane, puis tous les saints de l'Église catholique étaient en prière à ce moment-là. La réserve des Malécites de Vigée constitue une barrière à l'érection de sa mission en paroisse et à la fixation du site de l'Église. Oh, vous devriez voir l'Église. Qu'il fallait construire selon l'abbé Paul-Napoléon Thivierge. Dans tout l'espace vert du Bas-Saint-Laurent, l'abbé Thivierge de Saint-Épiphane, il fallait qu'il construise son église exactement en plein centre de la réserve de Vigée, l'espace de terrain qu'on nous avait loué. Pas à côté, non, juste là. Ils en ont-tu fait brûler des cierges à cette époque-là? Ils en ont-tu chanté des messes pour que les sauvages acceptent?
Pendant ce temps-là, Monseigneur Jean Langevin donne son appui au projet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le projet longtemps réclamé, canonisé. Edmond, lui, pendant l'entretemps, le grand vicaire, fut chargé du règlement de la dépossession légale. Ah, je viens de dire un grand mot, dépossession légale. On ne pouvait pas faire ça, il fallait faire ça dans la légalité, la dépossession des terres. Il faut croire aussi qu'à l'époque, les conflits d'intérêts, ça n'existait pas, c'était pas connu. C'était fort probablement connu, mais nous ne le voyons pas. Hector Langevin est à 1000 milles de chez nous, ça ne nous disait absolument rien. Devant toutes les pressions de ça et de ses frères, le département d'Hector Langevin, qui était surintendant des sauvages à l'époque, il a consenti à procéder d'entamer les négociations avec les Malécites. Oh, ben là, par exemple, là, ça vaut la peine d'écouter ça. Pendant toute la période de l'été, rappelez-vous ce qu'on était durant l'été, on n'était pas là. Lorsque la plupart étaient partis, on n'était pas là. Selon le fameux document final de la cession des terres, très explicite, c'est dit comme ceci: chef un tel aux États-Unis, petit chef un tel aux États-Unis, un autre à Tadoussac, l'autre à Québec, l'autre à Pointe-de-Lévis, etc. Trois-Pistoles, l'Île-Verte, Moisy, Côte-Nord et plusieurs un peu partout en forêt, à la chasse et à la trappe. Hey, c'est le moment idéal de faire la signature d'un document de cession. Personne n'est là. Coup classique. Le curé Lazare Marceau, lui, de l'Île-Verte, fut nommé comme négociateur. Étant donné que l'agent des sauvages, ça j'ai trouvé ça bon, l'agent des sauvages de l'époque n'a pas osé tenter la chose, mais je comprends, pas fou, il savait bien ce qui se passait. Le curé Marceau adresse à l'évêque de Rimouski la lettre suivante. Là, je vous lis le texte précis de la lettre. « Je voudrais, dans les 8 jours demandés, aller dire la messe chez les sauvages, si j'en ai la permission. Le gouvernement vient de m'envoyer des instructions pour faire l'élection d'un chef chez les sauvages de Vigée et pour présider un conseil de la tribu. Pas croyable. Dans le but d'obtenir la cession à la couronne d'une partie de leur réserve. Ah, une partie, là. C'était pas la réserve, c'était une partie. C'était probablement pour l'Église. Mais comme je prévois des difficultés dans cette affaire, vu que l'agent du gouvernement n'a pas osé tenter la chose, quoiqu'il a eu reçu les mêmes instructions et que d'ailleurs, d'après les connaissances que j'ai de la chose, les sauvages et la colonisation y gagnent peu. C'est lui-même qui le dit. J'ai dessein de renvoyer mes pouvoirs. Je n'ai pas voulu, cependant, prendre cette détermination sans vous avoir demandé votre opinion. Malheureusement, le curé Marceau, lui, avait reçu du surintendant Hector Langevin une procuration spéciale pour qu'il puisse procéder de façon légale aux négociations. Est-ce que vous voyez de la légalité jusqu'à date? Je me pose sérieusement la question. Cette procuration avait été signée le 2 mai 1869. Rappelez-vous de cette date-là, 2 mai 1869. Vous allez voir comment vite qu'ils ont procédé. Parce qu'il était très délicat de déloger les Malécites. Est-ce que, les questions qu'on peut se poser, est-ce que la procuration avait été envoyée sous l'impression des frères Edmond puis Jean Langevin, un qui était vicaire, l'autre qui était évêque? Le 6 août 1869, 2 mai 1869, le temps qu'ils reçoivent le document, que le document revienne, le 6 août 1869, le curé Lazare Marceau confirme qu'il y a eu cession des terres des sauvages à la couronne. On avait dit une petite partie, maintenant c'est totalité. Et qu'il fallut qu'il aide la population à se faire élire un chef. Vous vous rappelez, c'est dans sa lettre. Car le chef Thomas Aubin était absent aux États-Unis.
Je me demande, moi, si on pourrait signer des ententes constitutionnelles sans que le premier ministre soit là. Ça serait vraiment mauditement drôle. François-Étienne Aubin, à l'époque, pauvre François-Étienne, ne sachant pas ce qui se passait vraiment, il a été nommé chef que par une poignée de résidents. Ce qui est bizarre, c'est que quand on fait des recherches de faits historiques, le gouvernement ou ceux de l'époque mettent les chiffres qu'ils veulent bien avoir quand ils en veulent, mais quand ils n'en veulent pas, je peux vous garantir qu'ils les enlèvent. Gauvreau, lui, par malheur, pas dans l'écriture finale de son livre, mais dans ses esquisses, a mentionné qu'il y avait 23 personnes. 23 personnes à l'époque. D'autres écrits disent qu'on était, la population totale de l'époque, nous étions environ 250. S'il y avait 23 personnes, comment voulez-vous procéder à une signature de document légal quand le chef n'est pas là, que vous avez tout compris, j'espère. Plusieurs conditions furent tablées par les Malécites sous l'aide du curé Marceau. Le 23 septembre 1869, le surintendant des Sauvages accepte toutes les conditions, à l'exception de celles qui limitaient les enchères, et que j'aimerais pouvoir avoir une couple d'heures et vous parler de toute la question des enchères. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Même encore, en 87, il y a des choses qui ne sont pas finalisées. L'acte de cession fut signé à l'Île Verte le 22 octobre 1869. 2 mai au 22 octobre. 6 mois? 5 mois? Pour garantir que quand c'est le temps de leur donner des terres, ça va vite en maudit. Mais quand c'est le temps de réclamer des terres de notre côté, je te dis que 6 mois, c'est pas assez vite. Mais une chose qui est détestable et qui fait mal pour nous, c'est que tous les principaux signataires, tous sans exception, ne savent ni lire et écrire. À côté du document, on a apposé une petite croix à côté de leur nom. Là, le bordel commence. Au retour de la population de l'hiver de 69, parce que là, les gens se mettaient à revenir pour aller sur leurs terres qu'ils avaient apparemment abandonnées. Mais vous savez tous comme moi qu'ils l'avaient seulement déserté parce qu'ils devaient faire d'autres tâches. La transaction, je peux vous garantir qu'elle n'a pas eu l'unanimité de la tribu à cette époque-là. Selon Charles A. Gauvreau, puis pas seulement Charles A. Gauvreau, encore de nos anciens, puis Gauvreau, c'était l'agent des Sauvages qui avait refusé de faire la transaction, écrit à Hector Langevin, il décrit ceci. « Que de scènes on vit alors, soupçonnés par les Malécites d'être l'auteur de leur position pénible. Vit la porte de sa maison presque forcée par une bande de sauvages avinés. » Nous étions une bande de sauvages avinés. 23 personnes ont su ce qui se passait. Environ 200 n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé. Et peut-être même que les 23 qui ont fait l'entente ne savaient même pas ce qui s'était passé. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils donnaient une petite section de terre ou qu'ils leur donnaient le droit de faire ceci ou cela. L'affaire connut son dénouement pénal le 11 mai 1870, alors que les lots sont vendus aux enchères. Naturellement, il fallait se débarrasser de ça au plus vite possible pour ne pas permettre à la nation de Vigée d'aller chercher de l'appui d'autres nations pour dire « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? » On n'avait pas d'avocat, nous. On ne savait pas lire, on ne savait pas écrire. Donc, on avait juste nos frustrations. Là, ça, c'est le point culminant. Le curé Marceau décrit la situation dans une lettre adressée à Edmond Langevin, le grand vicaire de Rimouski. La lettre dit ceci. « J'ai le plaisir de vous apprendre que la vente des terres des Sauvages dans le township de Vigée a eu lieu aujourd'hui et qu'elle a produit 9 841 $.
Il reste encore 2 lots à vendre qui vont porter le montant total à plus de 10 000 $. Je regarde cette vente comme une excellente affaire pour les sauvages et la colonisation dans cette partie du township. Saint-Épiphane peut considérer ses revenus augmenter d'1/4, mais c'était ça le truc. Je pourrais même dire d'1/3, car tous ces nouveaux colons sont à l'aise et très actifs. Voilà la preuve finale de la conclusion, selon moi, que l'on peut apporter à la dépossession des terres de la Nation malécite du Québec et des environs, qui ont poussé, selon moi, la machination de la cession des terres de 1869, et qu'il procédait vite à cette époque. En 1870, quelques mois, même pas quelques semaines après la vente aux enchères, Monseigneur Langevin procède à l'émission du décret d'érection canonique. Je n'ai pas fait vérification de qu'est-ce qu'était un décret canonique, mais je crois que vous vous en doutez. D'un décret d'érection canonique de la paroisse de Saint-Épiphane, d'une partie du township de Vigée, incluant le territoire connu sous le nom de réserve des sauvages, comprenant une étendue totale. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que c'est à peu près 4000 acres? C'est environ 4000 et demi de longueur par 5000 et demi de profondeur. Aujourd'hui, ça représente beaucoup de terre. Là, vous pouvez vous imaginer que la dépossession de nos terres n'a qu'aggraver notre dispersion. Où pouvons-nous aller? On n'avait plus de place où aller, nous. On s'est ramassé un peu partout, comme je vous ai mentionné avant. Une chose qui est bizarre. En 1875, le gouvernement, à un moment donné, s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ils veulent absolument nous rencontrer dans le comté de Témiscouata à Whitworth. Mais déjà, nos gens avaient, pour toutes sortes de raisons, joint d'autres nations ou à proximité de d'autres territoires. Ils nous achètent un lopin de terre. Et j'invite n'importe qui à aller voir ce lopin de terre-là. Ils nous achètent un lopin de terre. Le lot 27, 28, 29, pas important de toute façon, avec l'argent de la vente des terres qu'ils avaient faites avant. Ces 3 lots-là composaient 438 acres. Aucun colon à l'époque est intéressé de ce coin-là. C'est un coin de township qu'on appelle. Il n'a jamais été intégré à ni l'un ni l'autre des townships là-bas. C'est de la roche, de la pure roche. C'est une feinte de queue des Appalaches, 1 pouce de terre et c'est de la roche. Alors, notre population est un peu découragée, les peu qui demeurent et qui tiennent à rester dans le coin, pour toutes sortes de raisons, se rencontrent tout près de Kakuna, qui est près de Rivière-du-Loup. Par pitié, ces pauvres sauvages qui ont toujours le goût de la mer, on leur donne un petit terrain, un immense terrain, 0.44 acres. 0.44 acres. Pour leur permettre de partir de Whitworth, qui est environ 5000 en haut des terres, et par nostalgie, venir s'asseoir sur le bord de la grève et regarder le passé, ce qui s'est déroulé depuis une quinzaine d'années. Comment voulez-vous, dans de telles conditions, qu'on ne réussisse pas qu'à vivre qu'aux dépens du gouvernement? Là, c'était le fun. C'était la période où la colonisation commençait à prendre... Il y avait beaucoup de touristes. Là, on était réduit à devenir là, que des attraits touristiques. On faisait des petits paniers, on vendait des paniers, on vendait des baguettes, puis toutes sortes d'articles de fantaisie. Hey, c'était-tu beau un peu? L'artisanat indien, c'était-tu beau? Notre dispersion, malheureusement, au début du 20e siècle, est quasi totale, sauf pour la famille Launière.
et qui a pris résidence à Kakuna jusqu'en 1971. Depuis ce temps, plus personne vit sur nos terres réservées à notre usage exclusif. On nous dit que, puis ça je trouve ça bien drôle, on nous dit que le dernier résident qui a abandonné le coin, qui a vraiment abandonné l'île verte, était Michel Laporte. Nous savons que c'était un Malécite. Mais tout dernièrement, parce que l'histoire, des fois, il faut la former, il faut la faire, il y a un projet touristique dans le Bas-Saint-Laurent, à l'île verte. Donc, il ne fallait pas réveiller les Malécites. Donc, on a tout simplement décidé, puis ça, je l'ai vu dans un article de journaux très clair, que le dernier Malécite à libérer l'île verte était un montagnais reparti vers les montagnes. Ça fait mal, des choses comme ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer que ça fait mal. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé chez nous. Ils disent même, les historiens, qu'il a quitté l'île sans laisser d'adresse. Il est parti. C'est drôle, nous autres, Michel, on l'a retrouvé à Tobic. Les gens savent, nos gens savent. Le génocide est maintenant devenu un ethnocide raté. Puis je peux vous assurer que l'histoire de la Première Nation malécite n'est pas terminée, loin de là. Et c'est à nous de l'écrire. Je vous remercie. Ceux qui ont des questions, ça me ferait plus que plaisir d'y répondre. If anybody have questions, I'll be more than pleased to answer. On vous demande de vous avancer au micro pour essayer de faciliter la traduction. In the process of making a land claim, this doesn't have much to do with history, but do you feel that the Meech Lake constitutional amendment will make it harder for you to do that? Well, in regard of land claim as such, it's, I'll have to tell you that presently we have two specific claims that have been presented already. One is for the land, and the other one is for the incapacity of the department, the government, to maintain our ban list up to date. And if we're doing that, is that the importance, as you might know, of the numbers, you know the case, Lubicon case, the number of people within the claim. It's impossible also for us to go into global land claim due to the fact that we are on the Royal Proclamation territory. The Meech Lake Accord, I'm not a specialist on that, but regardless of what's happening, I think we've got pretty strong legal ground to fight, and we're pretty sure we're going to win our claim. Do you know when that your claim will be accepted? Okay, it's been deposited already 6 months ago, and we're just in the process of negotiating right now. We have to gather more documents to make a very strong presentation on our case. Thank you. Sir, this is not a question. I'm an Ojibwe from Northern Ontario, and I've never ever heard of the Melciti before. So thank you for telling us about you. You're welcome. More than welcome. There was a few things you said, Claude, that triggered some things in my head, and that I've run across in the context of researches I've been doing, partly in preparation for my presentation tomorrow on the Métis.
But first, I'd like to give you a little bit of information, then I'd like to ask you a question. The information, you had suggested at some point it was a little bit uncertain as to how the people got into Quebec in the first place. Well, I was reading Jean Morissette. I don't know whether you're familiar with him or not. He's a geographer at the University of Montreal. He referred to the fact that at the time the Acadians were dispersed, so were some, he said, Mi'kmaq. You might check to see if they were Maliseet, because one of the things I didn't know until I started looking into this Acadian situation was that one of the things that were done with the people who were removed is that they were transplanted into areas where the British wanted to establish sovereignty, where they wanted to say, see, we have our people in there, so this territory is part of what we're doing. They moved them to the Falklands. I didn't know that. I don't know whether anybody else knew or not. But a whole group of Acadians was moved to the Falklands in order to establish British sovereignty on the Falklands at one point. The other thing or the question that I have in the context of what you've been describing, my ignorance of Quebec history is profound. But I've always been curious about the fact that Indian legislation gets applied in Quebec first, historically. The first act to define what an Indian was legally was done in 1850. I think you mentioned in 1851 something happened right after. There was an arrêté en conseil, order of council in 1827 that was giving us 3,000 acres. The question I have specifically is, are you aware, in the context of your research, did you run across any implications that might lead you to think one of the reasons that your people were dispersed in the way in which they were is that they were encouraged to identify themselves as French Canadians rather than as Indians? Or, another part of the question, did the role of métissage or people becoming Métis in the context of your community have any influence at all? I'm asking the question because I gather that kind of information anywhere I can. Very hard to answer, Marthy. Very hard to answer. I prefer to this time to keep it as a question that we ask ourselves. We're not far enough in any kind of research right now to come up with an answer on that. I want to be very, how could I say, careful for now to answer. But we speculate just like you are right now on that. The thing is that the issue of Métis, if you leave it in the context of that period, there's a great possibility you might be right. But we'll be able to tell you, give us time. We'll be able to tell anybody the answer to that. I'm careful right now answering to that. Pardon me? Well, never can tell. A precedent might be created. As an archivist who has both worked for Native communities and land claims and who has served in archives that supply the kind of documentary material that forms part of the research, as I gather from what you said, do you have anything to say to archives and archivists, people of that nature, about the kind of service that they give in your research? The ways in which it might be better, the things that they do or don't do that assist Native communities in the documentation of their history, to the extent that that part of it is important. Things that you would want us to know about the process that we don't seem to. Which process? The process of finding documents that are important to your documentation of your history, as opposed to the traditions, the oral traditions of people. I ask because archivists have been told
from time to time by certain researchers that the archives are an institution that don't necessarily facilitate the process. When they do facilitate the process, we don't know quite why or how or what the demands of the average researcher are when they come in. I'm most concerned about this because the purpose of most people in my position is to make information available, not to, to conceal it or to confuse it or anything of that sort. And we rely on people in your position to tell us how we do it, whether we do it well. Well, you're hitting a point. I think that your last statement, you hit right the point, is that when you do research, okay, and that's from my experience right now, maybe I don't know the ins and outs of way to go around it, is that if you deal with Indian Affairs, for example, for any kind of archives, you cannot just ask him the simple question, give us everything you have on Vijay. It doesn't work that way. They'll say, and this is the catch-22 of the whole thing, and that's why you have to become almost a detective, is that you have to ask specifics on specific things. When you do research, how could you know, sometimes? That's one frustration that we have in the research. The other thing is that there's not much gathered documentation on Vijay as such. I heard there's some in Boston, some maybe here in the National Archives, but they are within others. They're very hard to say this is the Vijay archives. It requests a tremendous amount of detective work. Where the archivist comes helpful is that when you have one that is not caught in a certain structure of operation, Indian Affairs have to be careful because they have to gain time all the time. So they're very careful when they release documentation. But I'll tell you one thing, is we've got documentation that Indian Affairs or the National Archives don't have, that we picked from our own people, that are very important. And maybe any archivist that wants to give us some help have to open his mind. And if he really takes his work to the benefit of us or anybody else, I think that he should be the one, from his experience, saying, here's a lead that might help you. Even if we're on a lead, he might have others to help us. This is only in the aspect of claim or whatsoever, but for the rest, we'll build it. We'll build it slowly. And like I said earlier, give us 119 years and we'll come back, sit here 119 years from now, and I sure hope that we'll be able to foreclose on the whole situation. Just in passing, one of the things that archivists, I'm from the National Archives, and I should say that one of the things that we're often told are stories such as the one you told about the lady who goes to bed every night with the legal document, a very old one and a valuable one, and takes very good care of it. Many Native communities, of course, are in this position of having documents which they desire and need very much to preserve, but don't necessarily trust anybody else to help them preserve them, even another family, let alone another institution. I can only urge these people in the knowledge that these things are both things that must be kept private and things that must be preserved, that anything they can do to lengthen the life of the document, the thing, for their own purposes, be done. Because one of the things that archivists, I guess, weep about most, when they weep at all, is the document that was destroyed. The thing that was well preserved, but there was a fire in the house. The thing that was very loved and looked over and showed to children, but fell apart. So purely as a technician, all the other considerations aside, I urge the lady you spoke of
to do whatever she can to make sure that the thing lives. We know how fragile they are. Even our own documents, as you may know, the ones in the official archives, let alone the ones within the hands of the people. I'm going to give you an answer that you won't like. We've been trying for about a year and a half to get that document restored, but there's all kinds of priorities at National Archive, Quebec Archives, Indian Affairs and everything, and everywhere. And to find, if you can tell me, or if you can give me a name of a person that could do that professionally, to restore that specific documents, we'll do it. That's been our problem for that document, there's 2 of them. We're trying to get them restored, and then there's always something in the mail, we cannot do nothing about it. And we're very aware of the importance to get that done as soon as possible. So if you can help us on that, I'll be more than appreciated. We would have now to resume, and I invite you to be back at 1:30 with our guest Doug George and the history of the Akwesasne Mohawk. Thank you very much. Thank you very much, Miigwech.